Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un manifeste philosophique assez récent qui pose un diagnostic, disons-le, radical. On serait en pleine crise de notre capacité à véritablement vouloir quelque chose. Voilà, ça commence comme ça, direct. L'analyse part de cette affirmation un peu brutale. L'idée, c'est qu'à notre époque d'abondance, de choix infini, le vouloir authentique, ce feu intérieur, eh bien, il se serait tout simplement éteint. Et ça, c'est la question qui va nous guider. Ce qui est intéressant, c'est que ça rend un problème philosophique très concret, très personnel. Est-ce qu'on a finalement échangé une volonté puissante contre une simple capacité à valider des suggestions ? Alors entrons dans le vif du sujet avec la première partie de l'analyse, l'effondrement de notre vouloir. Et ce qui est fascinant, c'est que la cause, ce ne serait pas l'oppression ou le manque, mais tout l'inverse, le confort et la facilité. Cette métaphore tirée du manifeste, elle est géniale. On attendrait du monde qu'il s'assemble sans effort, selon nos désirs, avec une notice claire. C'est tout le contraire du vrai vouloir, celui qui doit se battre un peu, qui transforme les choses et qui accepte la friction avec le monde réel. Mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit détour. Le manifeste propose une relecture de l'histoire pour montrer comment le concept de volonté a été petit à petit dégradé ou, disons, externalisé au fil des siècles. On a donc ces 4 grandes phases. Et on voit bien la progression. On part d'une autorité divine, complètement extérieure, pour arriver à des systèmes techniques, presque invisibles mais bien présents. Le point crucial, c'est qu'à chaque étape, l'individu se dépossède un peu plus de son propre feu, de son propre élan. Prenons l'ère du vouloir rationnel. Des penseurs comme Kant ont voulu en quelque sorte civiliser la volonté. Elle ne doit plus être ce désir un peu sauvage, personnel, mais une décision froide, logique, un devoir moral. Comme le dit la citation, elle ne crie plus, elle délibère. On l'a dépouillée de sa passion, en fait. Et la conséquence, la voilà, c'est ce grand écart. Un conflit apparaît entre la conformité, ce qu'on doit vouloir pour être un bon citoyen de ce monde rationnel, et le désir authentique, ce qu'on ose vouloir juste pour soi. Bon, retour à notre époque. Le manifeste met le doigt sur 3 mécanismes bien précis par lesquels la vie moderne aurait systématiquement démantelé notre capacité à vouloir. Le premier point, un monde sans friction. Tout est facile, tout est anticipé, tout nous est servi sur un plateau. Du coup, notre volonté n'est jamais vraiment défiée par la résistance du réel, et comme un muscle qu'on n'utilise jamais, elle s'atrophie. Deuxième mécanisme, bien sûr, la technologie. Les systèmes, les algorithmes, ils anticipent et façonnent nos désirs avant même qu'on en ait conscience. Nos choix deviennent de simples clics de validation sur des suggestions toutes prêtes. On ne veut plus, on sélectionne. La nuance est énorme. Et le troisième point, c'est peut-être le plus subtil. Dans notre culture qui valorise le consensus à tout prix, le lâcher-prise, le fait de ne froisser personne, eh bien exprimer une volonté forte, individuelle, c'est devenu presque suspect, un peu agressif. On aurait presque appris à avoir honte de vouloir. Et attention, le manifeste insiste bien là-dessus. Ce n'est pas un phénomène qui date d'hier. Il aura fallu 25 siècles de philosophie, de religion, de technologie, 25 siècles à essayer de comprendre ou de maîtriser le vouloir, pour qu'au final, il devienne presque inutile, superflu. Ok, le diagnostic est posé, c'est un peu sombre. Mais le manifeste ne s'arrête pas là. Au contraire, après le constat vient l'appel à l'action. Ce n'est pas un guide de développement personnel, attention, c'est plutôt une invitation à un réveil philosophique pour se réapproprier un vouloir libre. Et pour ça, voilà les 3 piliers qu'il propose. C'est une sorte de parcours, une progression qui va totalement à contre-courant de ce qu'on attend de nous, vouloir sans but utilitaire, vouloir en s'opposant et vouloir dans la solitude. On va s'arrêter un instant sur cette deuxième étape, le vouloir contre. C'est une idée centrale. Dans un monde qui nous pousse tout le temps à dire oui, à adhérer, le pouvoir créateur du non est fondamental. Le premier acte d'une volonté qui s'affirme, un peu comme chez un enfant, c'est de dire non. C'est un acte de délimitation. Et ça change complètement notre façon de vouloir ensemble. L'idéal moderne, c'est le consensus, cette espèce de soupe tiède où tout le monde finit par penser pareil. Le manifeste, lui, propose l'image d'une constellation. Des individus forts, distincts, qui créent une forme ensemble, mais sans jamais se dissoudre les uns dans les autres. On arrive maintenant au sommet de la proposition du manifeste. L'idée, c'est d'élever son vouloir à un niveau sacré. Alors attention, pas du tout au sens religieux, plutôt au sens de ce qui pour soi n'est absolument pas négociable.
Le vouloir sacré, c'est cet axe intérieur, ce qui en nous ne se marchande pas. C'est une fidélité à soi-même qui n'a pas besoin de l'approbation des autres, pas besoin de public. Cette verticalité, c'est ce qui nous permet de nous tenir droit face à la pression du consensus qui, elle, est horizontale. C'est simplement tenir son cap, même quand personne ne regarde. Et au fond, tout se résume peut-être à cette phrase, la déclaration ultime du manifeste. C'est un vouloir reconquis, qui se suffit à lui-même, et qui n'attend plus de permission de personne pour exister. On termine avec cette question, qui est une façon de nous renvoyer la balle. Face à ce monde qui, peut-être, a affaibli notre capacité à vouloir, la vraie question devient « qu'est-ce qu'on va choisir, nous, de rendre à nouveau essentiel, non négociable, sacré dans nos vies ?» La question reste ouverte.